Le brouillard hivernal enveloppa Londres cette nuit-là, si étroitement que les fiacres avançaient lentement, tels des navires dans une mer de lait. Les réverbères à gaz perçaient à peine le voile blanc, et il semblait que la ville entière s'était figée dans l'attente de quelque chose d'inévitable. L'hôtel particulier de Lady Whitmore sur Grosvenor Square étincelait de centaines de bougies. Leur lumière se déversait par les hautes fenêtres, transformant le brouillard en un nuage doré. À l'intérieur, résonnait la musique. Les dames riaient, les coupes de champagne tintaient. Le bal d'hiver en l'honneur des fiançailles d'Arthur Whitmore, unique héritier de la fortune de feu Lord Whitmore, promettait d'être l'événement de la saison. Nul ne savait que ce bal serait le dernier pour le jeune héritier. Il était 11h moins le quart lorsque les bougies s'éteignirent. D'abord s'éteignit un lustre dans le grand salon, puis un autre. Ensuite, les candélabres de la galerie. En quelques instants, tout l'hôtel particulier fut plongé dans une obscurité absolue. L'orchestre se tut. Les dames poussèrent des cris. Quelqu'un laissa tomber une coupe et le tintement cristallin se répandit sur le sol de marbre. Et puis retentit un cri. Non pas un cri de femme effrayée, mais un cri bref, aigu, d'homme. Il fut suivi d'un choc sourd, comme si quelque chose de lourd était tombé sur le sol. « Des bougies !» cria quelqu'un. « Allumez les bougies, immédiatement !» Les domestiques s'agitèrent. Des allumettes crépitèrent. Une bougie, une autre, une dixième. La lumière revenait lentement dans l'hôtel particulier, et avec elle vint l'horreur. Au pied du large escalier de marbre menant à la galerie du second étage, gisait Arthur Whitmore. Sa tête était rejetée en arrière de façon contre nature. Son bras droit était tendu en avant, comme s'il avait tenté de s'accrocher à quelque chose dans l'obscurité. La chemise blanche était impeccable, le nœud papillon en place, mais les yeux grands ouverts fixaient le plafond d'un regard aveugle. La première à accourir vers lui fut sa fiancée, Miss Isabella Grayson. Elle tomba à genoux, le saisit par les épaules, le secouant et criant son nom. Sa robe rose pâle s'étala sur le sol comme les pétales d'une rose fanée. « Arthur! Arthur! Réponds-moi !» Mais Arthur Whitmore ne répondrait plus à personne. Lady Whitmore, la mère de l'héritier, se tenait sur la marche supérieure de l'escalier. Son visage était blanc comme le marbre de la balustrade contre laquelle elle s'appuyait. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait. Près d'elle se trouvait son fils cadet, Edmund Whitmore. Il regardait en bas, vers le corps de son frère, et son visage était absolument impassible. Le médecin de famille, le docteur Ridley, se fraya un chemin à travers la foule. Il s'agenouilla près du corps, vérifia le pouls, examina les yeux. Puis il se releva lentement et secoua la tête. « Il est mort », prononça le médecin doucement, mais dans le silence vibrant du salon, ses paroles résonnèrent comme un verdict. Le cou est brisé. Il a dû trébucher dans l'obscurité et tomber de l'escalier. « Un accident !» répéta l'un des invités dans un murmure, et le mot roula dans le salon comme une vague. Un accident. Mais Lady Whitmore ne criait pas, elle ne pleurait pas. Elle restait simplement en haut de l'escalier, agrippée à la balustrade, et regardait son fils mort. Puis son regard se déplaça vers les gens en bas, vers les invités qui chuchotaient et reculaient devant le corps, comme s'ils craignaient que la mort fût contagieuse. « Faites-les sortir », dit-elle doucement, mais avec autorité. « Faites-les tous sortir de ma maison. » Les domestiques se hâtèrent, reconduisant les invités vers la sortie.
Les fiacres s'éloignèrent l'un après l'autre de l'hôtel particulier, emportant avec eux les commérages, l'horreur et le soulagement de ceux qui n'étaient pas partie prenante de cette tragédie. On n'appela pas la police, non pas parce que Lady Whitmore ne voulait pas la vérité, mais parce que la vérité pouvait détruire ce qu'elle avait protégé toute sa vie, le bon nom de la famille Whitmore. Au lieu de la police, le lendemain matin, un fiacre fermé sans armoirie ni signe distinctif s'arrêta devant l'hôtel particulier. Un homme de haute taille en manteau sombre en descendit. Le brouillard ne s'était toujours pas dissipé, et sa silhouette semblait spectrale. Le majordome le conduisit dans le petit salon où l'attendait Lady Whitmore. Lord Marcus Vane n'avait pas l'air d'un enquêteur ordinaire. Et il ne l'était pas. Il appartenait au même monde que Lady Whitmore, le monde de l'aristocratie, des vieilles familles, des hôtels particuliers ancestraux et des secrets qu'on n'expose pas à la lumière. Il avait environ 35 ans. Ses cheveux sombres étaient touchés de gris aux tempes. Ses yeux gris étaient froids et attentifs, comme ceux d'un chirurgien avant une opération. Les traits de son visage étaient réguliers, presque beaux, mais il y avait en eux quelque chose de sombre, de distant. Il se déplaçait sans bruit, parlait à voix basse, et l'on avait l'impression qu'il voyait plus qu'il ne le montrait. Dans sa jeunesse, il avait étudié la médecine. Il n'était pas devenu médecin, mais les connaissances étaient restées. Des connaissances sur les poisons, les maladies, sur la façon dont le corps réagit à la mort, comment les symptômes mentent, et comment la vérité se cache dans des détails que d'autres jugent insignifiants. Mais surtout, Marcus Vane comprenait les gens. Il savait comment mentaient les lords et les ladies. Il savait que le silence était souvent plus éloquent que les mots. Lady Whitmore était assise dans un fauteuil près de la cheminée, droite comme une statue. Elle portait une robe noire. Ses cheveux étaient ramenés sous un bonnet austère. Son visage était pâle, mais maîtrisé. Elle n'avait pas l'air d'une mère accablée de douleur. Elle avait l'air d'une femme qui avait pris une décision et était prête à la défendre. Lord Vane, le salua-t-elle sans se lever. Je vous remercie d'avoir répondu à ma lettre. Lady Whitmore, il s'inclina. Recevez mes condoléances. Asseyez-vous. Elle désigna le fauteuil en face. Le temps presse et j'ai besoin de votre aide. Marcus s'assit, posant les mains sur les accoudoirs. Il attendait. Hier soir, mon fils Arthur a péri, commença-t-elle, et sa voix ne trembla pas. Le docteur Ridley affirme qu'il s'agit d'un accident. Il est tombé de l'escalier dans l'obscurité. Tous les invités n'ont vu que le résultat. La police n'a pas été appelée. Mais vous ne croyez pas à l'accident, prononça Marcus calmement. Lady Whitmore posa sur lui un long regard. Je ne sais pas quoi croire, avoua-t-elle, mais je sais que si ce n'était pas un accident, alors il y a un meurtrier dans ma demeure. Et je ne peux pas permettre à la police de fouiller dans les affaires de ma famille. Trop de choses pourraient être révélées. Trop de choses. Elle n'acheva pas, mais Marcus comprit. Chaque famille aristocratique gardait des secrets. Parfois, ces secrets étaient plus dangereux que la mort. « Qu'est-ce qui vous inquiète exactement » demanda-t-il. « Les bougies, répondit-elle. Les bougies ne se sont pas éteintes d'elles-mêmes. Quelqu'un les a éteintes, toutes, simultanément. C'est impossible que ce soit accidentel. » Marcus hocha la tête. Il y avait déjà pensé. Qui aurait pu faire cela? Je l'ignore. Les domestiques affirment qu'ils n'ont rien fait. Les invités étaient dans la salle. Elle se tut, puis reprit d'une voix plus ferme.
Je veux que vous découvriez la vérité, discrètement, sans scandale. Si c'était un meurtre, je veux savoir qui est coupable. Et si c'est l'un de vos proches? Lady Whitmore ne broncha pas. Alors je prendrai moi-même la décision, dit-elle. Mais j'ai besoin de la vérité, Lord Vane. Toute la vérité. Marcus se leva. Je dois examiner les lieux du drame, dit-il, et parler à ceux qui étaient près de votre fils dans les derniers instants de sa vie. Le majordome vous accompagnera. Lady Whitmore se leva. Installez-vous dans le manoir aussi longtemps qu'il le faudra. Je donnerai des instructions aux domestiques. Tout ce dont vous aurez besoin vous sera fourni. Et se dirigeait déjà vers la porte lorsque Marcus l'arrêta d'une question. Lady Whitmore, où étiez-vous quand les bougies se sont éteintes? Et se retourna. Quelque chose passa dans ses yeux. De la surprise, de la peur, ou simplement la reconnaissance du fait qu'elle était désormais elle aussi suspecte. Je me tenais sur le palier supérieur de l'escalier, répondit-elle, et j'ai entendu mon fils crier dans l'obscurité. Elle sortit, laissant Marcus seul dans le salon. Il s'approcha de la fenêtre, contempla le jardin brumeux. Les lourds rideaux sentaient la lavande et la poussière. Dehors, le vent agitait les branches nues des arbres. Marcus ferma les yeux un instant. Il se souvint d'une autre nuit d'hiver, d'un autre bal, d'un autre escalier, et de sa sœur, Evelyne, qui avait disparu lorsque les bougies s'étaient éteintes. Il ouvrit les yeux. Le passé ne devait pas entraver le présent. Mais parfois, le passé et le présent s'entremêlent si étroitement qu'on ne peut distinguer où finit l'un et où commence l'autre. Le majordome le conduisit dans la grande salle où la tragédie s'était produite. La salle était déserte. Les musiciens étaient partis. Les guirlandes de fleurs s'étaient fanées. Sur le sol traînaient des verres brisés que les domestiques n'avaient pas encore eu le temps de ramasser. Marcus s'approcha de l'escalier. Des marches de marbre, une balustrade sculptée, un escalier large et commode sur lequel il était difficile de tomber même dans l'obscurité, si on le connaissait. Il monta en haut, sur le palier d'où, selon les dires de Lady Whitmore, Arthur était tombé. Il y faisait clair. Une grande fenêtre donnait sur le jardin. Même la nuit, même dans l'obscurité, il ne pouvait pas faire complètement noir ici. Marcus fit quelques pas sur le palier. Rien d'inhabituel. Puis, il redescendit et s'arrêta là où l'on avait trouvé le corps. Sur le sol gisait encore un gant blanc. Marcus le ramassa, l'approcha de la lumière et se figea. Sur la peau fine du gant se trouvait une trace à peine visible, une poudre blanche, très fine, presque invisible. Marcus approcha le gant de son nez, renifla prudemment. Il n'y avait presque pas d'odeur. Mais Marcus reconnut cette poudre. Il l'avait étudiée à l'université. C'était de la racine de belladone broyée, mélangée à de la poussière de craie. À faible dose, elle provoquait des vertiges, une faiblesse, une perte d'orientation. À forte dose, la mort. Arthur Whitmore n'était pas simplement tombé dans l'escalier. On l'avait fait tomber. Marcus plia soigneusement le gant et le mit dans sa poche. Il leva les yeux vers l'escalier, puis vers le lustre, puis vers les portes menant aux différentes parties du manoir. Les gens mentent le plus souvent non par leurs paroles, mais par ce sur quoi ils se taisent, murmura-t-il pour lui-même. Et dans cette maison, tout le monde se taisait. Il n'y avait qu'une seule question. Qui se taisait sur le meurtre? Amy, je suis Grigory Grigorine, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne classique du romantisme. Pendant que Marcus vint erre dans le manoir des Whitmore, rassemblant des indices et démêlant des mensonges, je veux faire une pause et parler avec vous.
Ce que vous écoutez en ce moment est la première histoire d'une nouvelle rubrique sur notre chaîne. J'ai longtemps voulu essayer quelque chose de différent, et voilà, des détectives victoriens. Londres au XIXe siècle, des manoirs enveloppés de brouillard, des bougies qui s'éteignent au moment le plus inopportun, des mystères de vieilles familles et des enquêtes où chaque détail compte. J'ai toujours aimé les détectives anglais de cette époque, pas des thrillers avec des courses-poursuites, mais des histoires où il faut réfléchir, où la solution est cachée dans les détails, dans un gant avec de la poudre blanche, dans un mouchoir avec des initiales, dans un mot mal choisi, où les motifs des meurtriers ne sont pas simples, mais compliqués, comme les dentelles sur la robe de Lady Whitmore. Je veux écrire de telles histoires pour vous. Des détectives avec une atmosphère, avec de la psychologie, avec des énigmes qui tiennent en haleine jusqu'au dernier chapitre. Peut-être que l'histoire suivante parlera d'un empoisonnement lors d'un gala mondain, ou de la disparition d'une mariée directement d'une chambre fermée, ou d'une série de meurtres dans un théâtre, où chaque acteur est un suspect. Mais je veux savoir, aimez-vous ce format? L'Angleterre victorienne? Les détectives aristocrates? Des enquêtes lentes, où la logique est plus importante que l'action? Ou préférez-vous autre chose? Écrivez dans les commentaires. Qu'avez-vous aimé dans cette histoire? Qu'aimeriez-vous entendre dans la suivante? Peut-être avez-vous des intrigues ou des éléments de détective préférés que vous aimeriez voir. Je lis chaque commentaire. Et si cette rubrique fonctionne, nous continuerons. Sinon, nous essaierons autre chose. Mais découvrons cela ensemble. En attendant, retournons à Marcus Vane. Il vient de commencer son enquête et il reste encore beaucoup d'interrogatoires, d'indices et de révélations. La maison des Whitmore est pleine de menteurs, et chacun d'eux cache quelque chose d'important. Vers midi, le brouillard s'était quelque peu dissipé, mais le ciel demeurait gris et lourd, comme s'il s'apprêtait à déverser sur la ville une nouvelle averse de pluie hivernale. Dans le manoir Whitmore régnait un silence de mort. Les domestiques marchaient sur la pointe des pieds, chuchotaient dans les coins. Les invités étaient repartis. Le corps d'Arthur avait été transporté dans la chapelle familiale, où il attendait sa mise en terre. Marcus Vane était assis dans la bibliothèque, étudiant la liste des invités qui avaient assisté au bal. Le majordome l'avait fourni à la demande de Lady Whitmore. 43 noms. 43 personnes qui auraient pu éteindre les bougies. 43 personnes qui auraient pu connaître la vérité. Mais Marcus savait que les véritables suspects étaient toujours moins nombreux. Le meurtre est toujours personnel. Il exige un mobile, une occasion, et surtout, du désespoir. Il reposa la liste et appela le majordome. « J'ai besoin de parler à ceux qui ont été les plus proches de M. Arthur Whitmore ces derniers jours, » dit Marcus, commençant par sa fiancée, Mademoiselle Grayson. Le majordome s'inclina et se retira. Quelques minutes plus tard, Isabella Grayson entra dans la bibliothèque. Elle était déjà en deuil, bien que le deuil n'eût pas encore été officiellement déclaré. Une robe noire épousait strictement sa silhouette. Ses cheveux clairs étaient dissimulés sous un voile noir. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les larmes, mais son regard était ferme. Elle possédait cette beauté qui n'a nul besoin de parure, des traits purs, le dos droit, la tête fièrement levée. « Lord Vane » fit-elle en esquissant une révérence, mais sa voix sonnait froidement. « Lady Whitmore m'a dit que vous enquêtiez sur la mort d'Arthur. Je ne comprends pas pourquoi. C'était un accident. »« Asseyez-vous, mademoiselle Grayson, » dit Marcus en désignant le fauteuil en face de lui. « J'ai besoin de vous poser quelques questions. » Elle s'assit, mais son dos resta droit, ses mains jointes sur ses genoux. Marcus remarqua que ses doigts étaient crispés. « Où étiez-vous lorsque les bougies se sont éteintes » demanda-t-il.
Je dansais avec Arthur, répondit-elle. Nous étions au centre de la salle. L'orchestre jouait une valse. Puis tout s'est éteint. J'ai senti qu'Arthur lâchait ma main. J'ai entendu ses pas. Il est parti quelque part. Et puis il y a eu ce cri. Où est-il allé? Je ne sais pas, dit-elle en secouant la tête. Il faisait si noir, je ne voyais rien. Mais vous avez entendu ses pas. Dans quelle direction est-il parti? Isabella réfléchit. Vers l'escalier, dit-elle enfin. J'ai une impression qu'il allait vers l'escalier. Pourquoi est-il allé vers l'escalier au lieu de rester avec vous? Je ne sais pas, répéta-t-elle. Et pour la première fois, une note d'incertitude perça dans sa voix. Marcus garda le silence un instant, étudiant son visage. Puis il demanda « Mademoiselle Grayson, votre famille est connue pour sa fortune. Votre dot est l'une des plus considérables de cette saison. Dites-moi, ces fiançailles étaient-elles votre choix ?» Elle tressaillit, comme sous l'effet d'un coup. « Que voulez-vous dire par là ?»« Je vous demande si vous aimiez Arthur Whitmore. » Isabella se tourna vers la fenêtre. Derrière la vitre, la pluie commençait à tomber. « Non, » dit-elle doucement. « Et il ne m'aimait pas. C'était un mariage de convenance. Mon père voulait un titre pour la famille. Les Whitmore sont une lignée ancienne, l'une des plus respectées. Arthur avait besoin d'argent. Ses domaines rapportaient un revenu, mais il aimait le luxe, les courses, les cartes. Ma dot, 30 000 livres, devait couvrir ses dettes et donner un nouveau souffle à la famille. « Mais vous avez accepté, » fit observer Marcus. « Je suis une fille obéissante, » dit Isabella en le regardant, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Quand mon père a dit que c'était un mariage avantageux, je ne me suis pas opposé. Je pensais qu'avec le temps, entre nous apparaîtrait, au moins, du respect. Mais Arthur en aimait une autre. Marcus se pencha en avant. « Qui ?»« Je ne sais pas, » dit Isabella en essuyant une larme. « Il n'en a jamais parlé. Mais je voyais comment il regardait les lettres qu'il cachait dans sa poche. Je sentais que ses pensées étaient ailleurs. La dernière semaine, il était particulièrement distrait. Et 2 jours avant le bal, il m'a dit que nous devions parler après la fête. J'ai compris. Il voulait rompre les fiançailles. « Et qu'auriez-vous fait ?» Isabella se redressa. « Je serais retournée chez mon père déshonorée, » dit-elle avec amertume. « Des fiançailles rompues, c'est un scandale. Cela aurait signifié qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Aucun prétendant digne de ce nom n'aurait plus posé les yeux sur moi. Ma dot serait retournée à la famille, mais ma réputation aurait été détruite. J'aurais passé le reste de ma vie en vieille fille abandonnée par son fiancé. » Marcus hocha la tête. Immobile, suffisamment puissant. La peur du déshonneur, d'un avenir sans position dans la société. « Mademoiselle Grayson, » dit-il lentement, « vous étiez aux côtés d'Arthur toute la soirée. Vous avez dansé avec lui. Avez-vous bu du vin avec lui ?»« Oui, » acquiesça-t-elle. « Avant la danse, nous avons bu une coupe de champagne. Un domestique a apporté un plateau. Nous avons pris des coupes. Pourquoi me demandez-vous cela ? » « Je précise simplement les détails, » dit Marcus, en notant quelques mots. « Je vous remercie, mademoiselle Grayson. Ce sera tout pour le moment. » Elle se leva, mais se retourna sur le seuil. « Lord Vane, » dit-elle d'une voix tremblante, « si ce n'était pas un accident, si quelqu'un a tué Arthur, trouvez-le. Je vous en prie. Ce n'était pas un bon fiancé, mais il ne méritait pas de mourir. » Elle sortit, et Marcus resta seul. Il regarda ses notes. Isabella Grayson. Mobile. Préserver sa réputation
éviter le déshonneur de fiançailles rompues, une dot de 30 000 livres qui devait sauver les Whitmore de leurs dettes. Occasion. Elle était à ses côtés, a bu du vin avec lui, aurait pu verser du poison. Alibi. Elle dansait avec lui quand les bougies se sont éteintes. Mais dans l'obscurité, un alibi ne signifie rien. Mais la logique boitait. Si elle tuait son fiancé, le scandale serait encore plus grand. Une fiancée dont le promis meurt dans des circonstances mystérieuses lors de son propre bal. C'était le pire qui pût arriver à une réputation. Ou bien, comptait-elle que cela passerait pour un accident? Marcus fit venir le suspect suivant. Edmund Whitmore entra dans la bibliothèque avec l'air d'un homme à qui tout cela était profondément indifférent. Il était de 3 ans le cadet de son frère. Il venait à peine d'avoir 22 ans. Mince, pâle, avec des cheveux sombres et des yeux gris et froids. Il ne portait pas le deuil, seulement un brassard noir au bras. « Lord Vane !» Il hocha à peine la tête. « Ma mère a insisté pour que je vous parle. Je n'en vois pas l'intérêt, mais j'obéis. » Il s'assit, croisant les jambes, et regarda Marcus d'un air de défi. « Monsieur Whitmore, » commença Marcus, « où étiez-vous lorsque les bougies se sont éteintes ?»« Sur le palier supérieur de l'escalier, » répondit Edmund. « Près de ma mère. Le bal m'ennuyait, et je suis sorti prendre l'air. Ma mère m'a suivi. Nous parlions quand tout s'est éteint. »« De quoi parliez-vous ?»« De choses et d'autres. » Edmund haussa les épaules. « Du temps, des invités, de l'ennui de ces bals. Avez-vous vu votre frère avant que la lumière ne s'éteigne ? » ?»« Je l'ai vu. Il dansait avec sa fiancée. Il avait l'air heureux. Comme un fiancé doit avoir l'air, je suppose, bien que je savais que c'était un jeu. » « Un jeu ?» Edmund eut un sourire narquois. Arthur n'aimait pas Miss Grayson. Il épousait sa dot. 30 000 livres, une somme convenable pour éponger ses dettes de jeu et acheter de nouveaux chevaux de course. Mais son cœur était pris. Il était amoureux d'une autre femme. « Savez-vous qui elle est ?»« Non. » Edmund secoua la tête. « Mon frère ne partageait pas ce genre de secret avec moi. Nous n'étions pas proches. » « Pourquoi ? Parce qu'il était l'héritier, et que j'étais... personne. » Une amertume perça dans la voix d'Edmund. Toute une vie dans l'ombre du frère aîné. Tout l'argent pour lui. Toute l'attention pour lui. Toutes les louanges pour lui. Et moi, je recevais les miettes de la table et de la gratitude pour me taire. « Vous êtes l'héritier à présent, » fit remarquer Marcus. « Je suis l'héritier à présent, » acquiesça Edmund, et une ironie apparut dans sa voix. « J'hérite du titre, de l'hôtel particulier, des domaines et de toutes ces dettes qu'Arthur a si généreusement accumulées. Vous savez ce qu'il y a de plus drôle ? J'ai toujours envié mon frère. Et maintenant que j'ai pris sa place, je comprends que ce n'est pas une couronne qui m'est échue, mais un joug. Néanmoins, c'est mieux que rien. » « Peut-être. » Edmund se leva. « Mais je ne l'ai pas tué, si c'est ce que vous pensez. Au moment où les bougies se sont éteintes, je me tenais près de ma mère, sur le palier supérieur. Nous avons tous deux entendu le cri de mon frère. Nous ne pouvions rien faire dans l'obscurité, et quand la lumière est revenue, il était déjà mort. »« Et qu'avez-vous ressenti ?» Edmund s'arrêta près de la porte. « Rien, » dit-il doucement. « Absolument rien. Cela m'effraie moi-même. » Il sortit. Marcus regardait la porte fermée. Edmund Whitmore. Mobile. L'héritage, le titre, sortir de l'ombre du frère. Opportunité. Était en haut, mais près de sa mère. Alibi. La mère.
Mais peut-on lui faire confiance? Étrange froideur face à la mort du frère. Marcus se leva et s'approcha de la fenêtre. La pluie avait redoublé. Des filets d'eau coulaient sur la vitre, déformant la vue sur le jardin. Le majordome revint. « Lord Vane, dit-il, vous avez un visiteur, Monsieur Reginald Hawkes. Il affirme que c'est important. » « Faites-le entrer, » acquiesça Marcus. Reginald Hawkes se révéla être un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume coûteux, mais légèrement froissé. Le visage rouge, les yeux inquiets, les mains tremblantes, il sentait le tabac et le vin. « Lord Vane !» Il tendit la main, et Marcus remarqua la saleté sous ses ongles. « J'ai entendu dire que vous enquêtiez sur la mort d'Arthur Whitmore. Je dois vous parler. » « Asseyez-vous, monsieur Hawkes. » Marcus désigna un fauteuil. « Qui êtes-vous » ? « J'étais un ami d'Arthur. » Hawkes s'assit et sortit un mouchoir pour s'essuyer le front. « Nous jouions aux cartes. Souvent. Trop souvent, pour être honnête. » Et Arthur me devait une grosse somme. Hawkes déglutit. Très grosse. 5000 livres. Il avait promis de payer après le mariage. Il disait que la dot de sa fiancée couvrirait toutes ses dettes et qu'il rembourserait tous ses créanciers. Mais maintenant il est mort et je... Vous craignez de ne pas récupérer votre argent, acheva Marcus. Oui. Hawkes hocha la tête. Mais pas seulement. J'étais à ce bal. J'ai vu Arthur peu avant que les bougies ne s'éteignent. Nous avons parlé dans le fumoir. Il a bu du vin. Moi aussi. Nous parlions de la dette. J'insistais pour être remboursé. Il promettait de tout régler, et puis... Et puis quoi? Hawkes regarda Marcus. Et puis il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit... Reginald, d'ici demain, tout aura changé. Je serai libre. Et tu récupéreras ton argent. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Je pensais qu'il parlait du mariage. Mais maintenant... Maintenant, vous pensez qu'il projetait autre chose. Marcus se pencha en avant. Oui, Hawkes acquiesça. Il était agité, nerveux, pas comme d'habitude. Il regardait sans cesse vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un. Et puis, il est retourné au bal, et je ne l'ai plus revu vivant. Étiez-vous dans la salle quand les bougies se sont éteintes? Non, Hawkes secoua la tête. Je suis resté dans le fumoir. Je jouais aux cartes avec 2 autres gentlemen. Quand j'ai entendu les cris, je suis sorti en courant. J'ai vu la foule près de l'escalier, j'ai vu le corps, et j'ai compris que ma créance ne serait jamais remboursée. Marcus nota quelques lignes. « Je vous remercie, monsieur Hawkes, dit-il. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, faites-le moi savoir. » Hawkes se leva, s'inclina et sortit. Marcus regardait la porte fermée. Reginald Hawkes. Mobile, récupérer sa créance ou se venger. 5000 livres, une somme considérable. Opportunité, était dans l'hôtel particulier, aurait pu empoisonner le vin dans le fumoir. Alibi, jouait aux cartes, mais qui le vérifiera? Mais si Arthur promettait de payer après le mariage, pourquoi le tuer avant? Marcus sentait que le tableau ne se dessinait pas. Chaque suspect avait un mobile, mais chaque mobile avait une faille. Il fit revenir le majordome. « Dites-moi, » demanda Marcus, « il y avait une jeune femme masquée au bal. Les témoins disent qu'elle a disparu juste après que les bougies se sont éteintes. Qui est-elle » Le majordome fronça les sourcils. « Je l'ignore, Lord Vane, » répondit-il. « La liste des invités a été établie par Lady Whitmore. Tous les invités étaient connus de la famille. Mais, lors d'un bal masqué, il y a toujours ceux qui viennent sans invitation. Les masques permettent de dissimuler le visage.
Décrivez-la. Grande, élancée, robe sombre, un masque d'argent couvrait la moitié de son visage. Cheveux noirs. Je ne peux rien dire de plus. Elle se tenait dans l'ombre, ne dansait pas, ne parlait pas. Et quand la lumière est revenue, elle n'était plus là. Marcus hocha la tête. Une fille fantôme. Peut-être la maîtresse d'Arthur. Peut-être celle pour qui il voulait rompre ses fiançailles et perdre la dot salvatrice de 30 000 livres. Trouvez-la, ordonna Marcus. Interrogez les domestiques, les invités. Quelqu'un doit savoir qui elle est. Le majordome s'inclina et sortit. Marcus resta seul dans la bibliothèque. Il s'approcha de la cheminée où les braises rougeoyaient. Il prit le tisonnier et remua les braises. Le feu flamba plus vivement. 4 suspects. Une fiancée avec une dot considérable qu'on abandonnait. Un frère qui devenait héritier, mais héritait avec le titre des dettes aussi. Un joueur de cartes à qui l'on devait 5 000 livres. Une jeune femme mystérieuse qui avait disparu. Et la mère, Lady Whitmore, qui se tenait en haut et entendait son fils mourir. Marcus se souvint de son visage, pâle, maîtrisé, sans larmes. Trop de choses pourraient être révélées, avait-elle dit. Quel secret protégeait-elle? Marcus retourna au bureau et prit le gant d'Arthur qu'il avait trouvé le matin. La poudre blanche était toujours sur le cuir. Empoisonnement. Lent, imperceptible, suffisant pour provoquer des vertiges. Quelqu'un avait donné du poison à Arthur. Quelqu'un avait éteint les bougies. Quelqu'un l'avait poussé dans l'escalier. Ou tout était-il plus simple? Marcus se souvint soudain des paroles de Hawkes. D'ici demain, tout aura changé. Je serai libre. Libre de quoi? Des fiançailles? Des dettes? De la famille? Il prit une feuille de papier et écrivit « Arthur Whitmore projetait quelque chose pour le lendemain du bal. » Quoi exactement? Pourquoi était-il prêt à renoncer à 30 000 livres? La porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Une servante entra, une jeune fille au visage effrayé. « Lord Vane !» Elle fit une révérence maladroite. « Pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai trouvé ceci dans la chambre de Monsieur Arthur. » Elle lui tendit une lettre. L'enveloppe était scellée de cire rouge, mais le sceau avait été brisé. Marcus prit la lettre et la déplia. L'écriture était féminine, élégante. « Arthur, je t'attendrai dans l'orangerie à 10h30. Ne sois pas en retard. Nous avons peu de temps. À toi pour toujours. » Il n'y avait pas de signature. Marcus regarda la servante. « Où avez-vous trouvé ceci ?»« Sous l'oreiller, milord. » La jeune fille tremblait. « Je changeais les draps et elle est tombée. Pardonnez-moi, je ne voulais pas lire, mais... » « Vous avez bien fait, » la rassura Marcus. « Allez. » La servante sortit précipitamment. Marcus regarda de nouveau la lettre. 10h30. C'était précisément à ce moment-là que les bougies s'étaient éteintes. Arthur allait à un rendez-vous, à l'orangerie. Mais il était mort près de l'escalier qui menait dans la direction opposée. Pourquoi n'était-il pas arrivé à l'orangerie? Où y était-il arrivé? L'orangerie se trouvait à l'extrémité du manoir, à l'écart des salons d'apparat. Une longue galerie de verre et de fer forgé, remplie de plantes exotiques qui ne pouvaient survivre à l'hiver anglais sans chaleur et sans soin. Quand Marcus y entra dans l'après-midi, il fut accueilli par un air humide, sentant la terre, les fleurs et quelque chose de sucré, presque écœurant. La pluie tambourinait sur le toit de verre. Les gouttes coulaient le long des fenêtres, transformant le monde extérieur en une tache floue de gris et de vert. À l'intérieur, il faisait chaud.
trop chaud. Marcus déboutonna son col et avança lentement entre les rangées de pots de palmiers, d'orchidées, de fougères. C'était silencieux ici. Seulement la pluie et ses propres pas sur le sol de pierre. Il se souvint de la lettre. « Je t'attendrai dans l'orangerie à 10h30. » Arthur devait venir ici, retrouver cette femme mystérieuse qui lui écrivait sans signature. La femme pour qui il était prêt à renoncer aux 30 000 livres de dot et à rompre ses fiançailles. Mais était-il arrivé à l'orangerie? Marcus commença à inspecter les lieux méthodiquement. D'abord l'entrée. La porte n'était pas verrouillée, ni hier, ni maintenant. N'importe qui pouvait entrer. Sur le sol, près de l'entrée, des traces humides. Beaucoup de traces. Les domestiques allaient et venaient, arrosant les plantes, vérifiant la température. Impossible de distinguer les anciennes traces des nouvelles. Il avança plus loin, vers le fond de l'orangerie. Il y avait là des bancs de marbre blanc, une fontaine, une statue de la déesse Flore. Un lieu romantique pour un rendez-vous secret, suffisamment isolé, suffisamment éloigné de la salle de bal pour que personne n'entende la conversation. Marcus s'arrêta près de la fontaine. L'eau murmurait doucement. Il regarda la statue, puis le banc à côté, et se figea. Sur le marbre était posé un mouchoir de dentelle, blanc, fin, délicat. Féminin. Dans un coin étaient brodées des initiales en fil d'or. I.G. Isabella Grayson. Marcus ramassa délicatement le mouchoir. Le tissu était sec, malgré l'humidité de la serre. Il l'approcha de la lumière. Aucune tache, aucune trace de saleté. Le mouchoir semblait presque neuf, comme s'il venait d'être sorti d'une commode. Il plia le mouchoir et le glissa dans sa poche. Puis il poursuivit son inspection. Derrière la fontaine, dans le coin le plus reculé de la serre, poussaient de hauts palmiers. Leurs larges feuilles créaient une sorte d'abri. Marcus écarta les feuilles et pénétra dans ce refuge verdoyant. Là se trouvait un autre banc, plus simple, en bois. Et dessus reposait encore quelque chose. Un masque d'argent. Ce même masque que portait la mystérieuse jeune fille disparue après la mort d'Arthur. Marcus souleva le masque. Il était léger, d'un travail délicat. À l'intérieur, sur la doublure de soie, flottait un parfum. Léger, fleuri, inconnu. Il examina le banc plus attentivement. Sur la surface de bois se dessinaient des éraflures à peine visibles, fraîches, comme si quelqu'un s'était levé brusquement, accrochant quelque chose de pointu. Un bouton? Un bijou? Marcus s'accroupit et examina le sol sous le banc. Les dalles de pierre étaient propres, mais dans l'interstice entre deux dalles, il remarqua quelque chose de brillant. Il sortit son canif et souleva délicatement la trouvaille. Une petite perle, fragment d'une boucle d'oreille ou d'un bracelet, arraché dans la précipitation. Il glissa la perle dans sa poche, à côté du masque et du mouchoir. Le tableau commençait à se dessiner. Arthur était venu à la serre pour retrouver la jeune fille au masque. Mais le mouchoir d'Isabella se trouvait également là. Cela signifiait-il qu'elle aussi était venue? Ou le mouchoir avait-il été laissé plus tôt? Marcus se leva et fit le tour de la serre une nouvelle fois, cette fois plus attentivement. Il cherchait des signes de lutte, des traces de poison, quelque chose qui indiquerait de la violence. Rien. La serre était calme, silencieuse, intacte. Il revint vers la fontaine et s'assit sur le banc où il avait trouvé le mouchoir d'Isabella. Il ferma les yeux, tentant de se représenter la scène. 10h30. Le bal battait son plein. Arthur reçoit une lettre.
ou l'avait reçu plus tôt. Il se rend à la serre, laissant sa fiancée dans la salle. Là, l'attend la jeune fille au masque d'argent. Ils se retrouvent. Ils parlent. De quoi? D'une fuite? D'amour? De rompre les fiançailles? Et ensuite, la jeune fille lui donne du poison. Mais pourquoi? S'ils s'aiment, pourquoi tuer? Ou le poison avait-il été administré plus tôt, par quelqu'un d'autre? Marcus ouvrit les yeux. Il regarda le mouchoir dans sa main. Trop propre, trop soigneusement laissé, presque ostensiblement. Ce n'était pas normal. Si Isabella était venue ici, pourquoi laisser un mouchoir avec ses initiales? C'était comme laisser une carte de visite. Personne ne fait cela s'il veut dissimuler sa présence. À moins que le mouchoir n'ait été laissé attentionnellement, pour désigner Isabella, pour orienter les soupçons. Marcus se leva. Il devait parler à nouveau avec la fiancée. Il trouva Isabella dans le petit salon, assise avec un livre ouvert sur les genoux. Mais son regard était dirigé vers la fenêtre, et Marcus comprit qu'elle ne lisait pas. Elle fixait le vide. « Mademoiselle Grayson !» Il entra, et elle sursauta, comme réveillée d'un songe. « Lord Vane !» Elle referma le livre. « Encore ? Je dois vous poser quelques questions supplémentaires. » Il s'assit en face d'elle. « Étiez-vous hier soir dans la serre ?» Son visage pâlit. « Dans la serre ? Non. Pourquoi y serais-je allé ? Il y avait le bal, les invités. » Mademoiselle Grayson. Marcus sortit le mouchoir et le posa sur la table entre eux. « J'ai trouvé ceci là-bas. » Isabella regarda le mouchoir. Ses lèvres tremblèrent. « C'est mon mouchoir, » murmura-t-elle, « mais je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. »« Vous n'avez pas perdu ?»« Non, enfin... » Elle se tut puis soupira. « J'ai perdu ce mouchoir il y a 2 semaines. Je pensais l'avoir égaré lors d'une promenade. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas retrouvé. Comment a-t-il pu se retrouver dans la serre ? » « Vous allez souvent dans la serre ? » ?»« Non, » elle secoua la tête. « Je préfère la roseraie. La serre est trop étouffante, trop humide. Je ne m'y sens pas à l'aise. » Marcus étudiait son visage. Elle disait la vérité. Il voyait la surprise sincère dans ses yeux. « Mademoiselle Grayson, » dit-il doucement, « quelqu'un a placé votre mouchoir dans la serre. Intentionnellement. Pour vous désigner. » Elle tressaillit. « Qui ? Pourquoi ? » « C'est ce que j'essaie de découvrir. » Marcus se leva. « Dites-moi, connaissez-vous quelqu'un qui porte un masque d'argent ?» Isabella réfléchit. « Il y avait beaucoup de masques au bal, » dit-elle. « Mais un masque d'argent... Non, je ne m'en souviens pas. Pourquoi cette question ? » « Juste un détail. » Marcus reprit le mouchoir. « Je vous remercie, mademoiselle Grayson. » Il sortit, la laissant dans la confusion. Dans le couloir, le majordome l'attendait. « Lord Vane, » dit le vieux serviteur, « l'une des femmes de chambre souhaite vous parler. Elle affirme avoir vu quelque chose d'important. »« Conduisez-la à la bibliothèque, » ordonna Marcus. La femme de chambre se révéla être une jeune fille au visage effrayé. Elle osait à peine lever les yeux vers Marcus. « Milord, » elle fit une révérence. « Je ne sais pas si c'est important, mais... » « Parlez, » l'encouragea Marcus. « Tout ce que vous avez vu peut être important. »« Hier soir, » commença la jeune fille, « quand le bal battait son plein, je portais des serviettes dans les chambres d'hôtes. Je passais devant la galerie qui mène à la serre, et j'ai vu Mademoiselle Grayson. » Marcus se figea. « Vous êtes certaine que c'était elle ? » ?»« Oui, milord. » La jeune fille hocha la tête. « Je connais son visage. » Elle se dirigeait vers la serre, très rapidement, comme si elle était pressée. Il était environ 11h moins le quart.
11h moins le quart. 15 minutes avant que les bougies ne s'éteignent. Vous l'avez vu entrer dans la serre? Non, milord. La jeune fille secoua la tête. J'ai continué mon chemin vers les chambres. Mais quelques minutes plus tard, quand je suis revenu, je l'ai vue sortir. Elle avait l'air bouleversée, et elle se hâtait de retourner dans la salle de bal. Combien de temps est-elle restée là-bas? Pas plus de 5 minutes, milord. Marcus hocha la tête. Merci. Vous avez été très utile. Vous pouvez disposer. La jeune fille fit une révérence et sortit précipitamment. Marcus s'assit à son bureau. Ainsi, Isabella avait menti. Elle était dans l'orangerie hier soir, peu avant la mort d'Arthur. Mais pourquoi avait-elle menti? Et que faisait-elle là-bas? Il la convoqua de nouveau dans la bibliothèque. Lorsqu'Isabella entra, son visage était pâle, mais résolu. « Lord Vane, je sais pourquoi vous m'avez fait venir, » dit-elle, avant qu'il n'ait pu ouvrir la bouche. « La femme de chambre vous a tout raconté. Oui, j'étais dans l'orangerie hier soir. J'ai menti. Pardonnez-moi. »« Pourquoi ?» demanda Marcus. Elle baissa les yeux. « Parce que j'ai honte, » chuchota-t-elle. « J'y suis allée pour empêcher Arthur. »« Empêcher ?» J'ai appris l'existence de la lettre. Isabella leva les yeux. Par hasard. J'ai vu qu'on lui remettait une enveloppe. J'ai soudoyé un domestique. J'ai appris que la lettre parlait d'un rendez-vous dans l'orangerie. J'ai compris que c'était elle, cette femme qu'il aime. Et vous y êtes allé? Oui, elle acquiesça. Je ne sais pas ce que je voulais. La voir, lui parler, lui demander de laisser Arthur tranquille, lui dire que je ne céderais pas. Que les fiançailles ne seraient pas rompues. Vous l'avez vu? Non, Isabella secoua la tête. Quand je suis arrivé, il n'y avait personne, seulement l'orangerie vide et la pluie sur les vitres. J'ai attendu quelques minutes, mais personne n'est venu. Peut-être que j'étais en retard, peut-être qu'ils s'étaient rencontrés plus tôt, je ne sais pas. Je suis retourné dans la salle de bal, et quelques minutes plus tard, les bougies se sont éteintes. Marcus la regarda longuement. « Pourquoi m'avez-vous menti tout à l'heure ?»« Parce que cela paraît terrible. » Sa voix trembla. « J'étais dans l'orangerie peu avant sa mort. J'étais jalouse. J'étais désespérée. Cela fait de moi une suspecte, n'est-ce pas? » « Oui, » répondit Marcus honnêtement. « C'est vrai. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Mais je ne l'ai pas tué, » chuchota-t-elle. « Je le jure sur tout ce qui est sacré. Je ne l'ai pas tué. Je voulais simplement garder ce que j'avais, même sans amour. » Mais avec le titre, la position, l'avenir, Marcus sortit un mouchoir et le posa sur la table. « Vous l'avez perdu là-bas? » « Non, » elle essuya ses larmes. « Je vous l'ai déjà dit. Je l'ai perdu il y a 2 semaines. Et je ne comprends pas comment il s'est retrouvé là. » Marcus hocha la tête. Il la croyait. Le mouchoir avait été placé là, par quelqu'un qui voulait faire porter les soupçons sur Isabella. « Allez, mademoiselle Grayson, » dit-il avec lassitude, « mais ne me mentez plus. Le mensonge ne fait qu'entraver la recherche de la vérité. » Elle sortit en sanglotant. Marcus resta seul. Il regarda ses notes. Isabella était dans l'orangerie, mais n'avait rencontré ni Arthur, ni sa mystérieuse bien-aimée. Elle cachait sa jalousie et son désespoir, mais pas un crime. Le mouchoir était un faux indice, placé là pour brouiller les pistes. Mais par qui? Marcus se leva et s'approcha de la fenêtre. La pluie avait redoublé. Le jardin se noyait dans un brouillard gris. Quelqu'un de très intelligent avait planifié ce meurtre. Quelqu'un qui connaissait l'existence de la lettre. Quelqu'un qui connaissait l'existence du mouchoir d'Isabella.
Quelqu'un qui avait pu se le procurer et le déposer dans l'orangerie. Quelqu'un de la maison. Marcus se souvint des mots qui étaient devenus sa règle. Les gens mentent le plus souvent non par leurs paroles, mais par ce qu'ils taisent. Tous dans cette maison taisaient quelque chose d'important. Isabella taisait sa visite à l'orangerie. Edmund taisait ses véritables sentiments envers son frère. Hawkes taisait... quoi? Quelque chose qu'il avait vu ou su. Et Lady Whitmore taisait un secret de famille. Mais lequel d'entre eux taisait un meurtre? Marcus prit le masque d'argent et le tourna entre ses mains. Qui était la jeune femme qui portait ce masque? La maîtresse d'Arthur? Ou quelqu'un d'autre? Il sonna la clochette. Le majordome apparut 1 minute plus tard. « Trouvez-moi le tailleur ou la modiste qui travaille pour la famille Whitmore, » ordonna Marcus. « J'ai besoin de savoir qui a pu commander un tel masque. Et trouvez le domestique qui a apporté la lettre à Arthur. Je dois lui parler. » « Bien, milord. » Le majordome sortit. Marcus regarda de nouveau le masque. Il y avait trop de masques dans cette histoire. Des masques d'argent sur les visages. Des masques de mensonges dans les paroles. Des masques de bienséance cachant un crime. Mais chaque masque finit par tomber. Et quand cela arriverait, il verrait le véritable visage du meurtrier. Le soir tomba tôt, comme c'est le cas lors des journées d'hiver. Le brouillard s'était épaissi à tel point que le manoir Whitmore s'était transformé en une île fantomatique, flottant dans une mer laiteuse. Les lanternes à gaz du jardin avaient été allumées, mais leur lumière parvenait à peine à percer le voile blanc. Marcus se tenait devant la fenêtre de la bibliothèque et contemplait ce vide blanc. « Répétez encore une fois, » demanda Marcus sans se retourner. « D'où tenez-vous cette lettre ?» Le domestique, un jeune homme d'environ 25 ans, prénommé Thomas, se tenait près de la porte et tripotait nerveusement son bonnet entre ses mains. « Elle a été déposée à l'entrée de service, milord, » répéta-t-il. « Je suis sorti pour jeter les cendres des cheminées et j'ai vu l'enveloppe sur la marche. Il y était écrit « Pour Monsieur Arthur Whitmore. Urgent. » Je l'ai apportée dans la maison et l'ai remise à Monsieur Arthur avant le bal. « Vous n'avez pas vu qui l'avait déposée ?»« Non, milord. Quand je suis sorti, il n'y avait personne. »« À quelle heure était-ce ?»« Vers 8 heures du soir, milord. Le bal commençait à 9 heures. » Marcus hocha la tête. Quelqu'un avait déposé la lettre anonymement. Quelqu'un qui ne voulait pas être vu. « Je vous remercie, Thomas. Vous pouvez disposer. » Le domestique s'inclina et sortit avec un soulagement manifeste. Marcus se tourna vers la table où reposaient ses découvertes. Le gant avec la poudre, le masque d'argent, la perle, la lettre concernant le rendez-vous dans l'orangerie. Il prit le gant et renifla de nouveau la poudre. Belladone. Belle dame. Plante mortelle qui, à faible dose, provoque une dilatation des pupilles, des vertiges, une accélération du rythme cardiaque. À forte dose, la mort. Mais il n'y avait qu'une très petite quantité de poudre sur le gant, insuffisante pour un empoisonnement mortel. Juste de quoi affaiblir une personne, la rendre instable, lui faire perdre l'équilibre. Marcus ferma les yeux, imaginant la scène. Arthur boit du vin dans lequel du poison a été dissous. Une petite dose, suffisante pour commencer à agir au bout de 20 à 30 minutes. Il danse avec sa fiancée, se sentant normal. Puis les bougies s'éteignent. Dans l'obscurité, il se dirige vers l'escalier. Peut-être entend-il un appel. Peut-être tente-t-il de trouver son chemin. Mais le poison agit déjà. La tête tourne. Les jambes ne répondent plus. Il fait un pas, puis un autre, et tombe. Mais qui lui a donné le poison? Et quand?
Marcus se souvint des paroles d'Isabella. Avant la danse, nous avons bu une coupe de champagne. Un domestique a apporté un plateau, nous avons pris les coupes. Qui était ce domestique? Qui avait apporté le vin? Il sonna la clochette. Le majordome apparut. « J'ai besoin de savoir qui servait le champagne pendant le bal, » dit Marcus. « En particulier à Monsieur Arthur et à Mademoiselle Grayson. » Le majordome fronça les sourcils. « J'ai moi-même supervisé le service des boissons, milord, » répondit-il. Le champagne était servi par 3 domestiques, James, William et Robert. Ils prenaient les coupes sur un plateau dans l'office et les distribuaient aux invités. Qui préparait les plateaux dans l'office? L'aide cuisinier, milord. Et je vérifiais moi-même chaque plateau avant qu'il ne soit apporté. Donc le poison n'a pas pu être versé dans l'office, murmura Marcus. Quelqu'un l'a fait après, dans la salle. Il se leva et se mit à arpenter la bibliothèque. « Dites-moi, demanda-t-il, le médecin de famille, le docteur Ridley, a-t-il examiné le corps d'Arthur ?»« Oui, milord, immédiatement après l'incident. » « Et qu'a-t-il dit ?»« Que le cou a été brisé par la chute. La mort a été instantanée. » « A-t-il examiné le contenu de l'estomac? Vérifié les signes d'empoisonnement ?» Le majordome parut perplexe. « Non, milord, pourquoi? C'était un accident. » Marcus s'arrêta. « Faites venir le docteur Ridley, » ordonna-t-il, « immédiatement. Et demandez à Lady Whitmore de m'autoriser à examiner le corps une nouvelle fois. » Le majordome pâlit. « Milord, le corps est dans la chapelle. Il est préparé pour l'inhumation. C'est inconvenant. C'est nécessaire, trancha Marcus. Si Lady Whitmore veut connaître la vérité, elle acceptera. » Le majordome s'inclina et sortit. Une demi-heure plus tard, Marcus se tenait dans la chapelle familiale, éclairée seulement par des bougies. Le corps d'Arthur Whitmore reposait sur une dalle de marbre, recouvert d'un linceul blanc. Le docteur Ridley, un homme âgé à la barbe grise, se tenait à côté avec un air mécontent. « Lord Vane, » dit-il froidement, « je ne comprends pas pourquoi c'est nécessaire. J'ai déjà examiné le corps. La cause du décès est claire. » « Soyez patient avec moi, docteur. » Marcus s'approcha de la dalle. « J'ai besoin de votre expertise. » Il écarta le linceul. Le visage d'Arthur était pâle, cireux, les yeux fermés, la bouche légèrement entr'ouverte. Marcus se pencha plus près, renifla. Aucune odeur d'amande qui aurait trahi du cyanure, aucune odeur d'ail, caractéristique de l'arsenic. Il examina les lèvres, légèrement bleuâtres, normal pour un corps qui était resté un jour. Puis, il souleva délicatement les paupières. Les pupilles étaient dilatées, très dilatées. Plus qu'elles ne devraient l'être lors d'une mort ordinaire. « Docteur Ridley, » appela Marcus, « regardez les pupilles. » Le médecin s'approcha à contre-cœur et jeta un coup d'œil. « Pupilles dilatées, » constata-t-il. « Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Lors d'une chute dans l'escalier, les pupilles ne se dilatent pas à ce point, » expliqua Marcus. « C'est un signe d'empoisonnement, à l'atropine ou à la belladone. » Le docteur Ridley fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'il a été empoisonné? » « Pas mortellement. » Marcus écarta le linceul plus bas, dénudant les mains du défunt. « Mais suffisamment pour provoquer des vertiges, une perte d'équilibre. Regardez les mains. » Sur la main droite, au dos de la paume, se trouvaient des égratignures à peine visibles, fraîches. « Il a tenté de s'agripper à la balustrade en tombant, » dit Marcus, « mais il n'a pas pu. Le poison avait affaibli ses réflexes. Une personne normale, en tombant, s'accroche instinctivement à la rampe. Arthur n'en a pas eu le temps. Parce que son corps ne lui obéissait déjà plus.
Le docteur Ridley resta silencieux, examinant les égratignures. « Si vous avez raison, dit-il finalement, alors ce n'est pas un accident. C'est un meurtre. » Exactement. Marcus recouvrit le corps du linceul. Quelqu'un l'a empoisonné avec une petite dose, a éteint les bougies et l'a poussé dans l'escalier, ou l'a simplement forcé à y aller, sachant qu'il tomberait. « Mais qui ?» demanda le médecin en secouant la tête. « Et pourquoi une telle complexité? S'il voulait le tuer, pourquoi ne pas administrer une dose mortelle de poison? » « Parce que le meurtrier voulait que cela ressemble à un accident, » répondit Marcus en se dirigeant vers la sortie. Un empoisonnement mortel aurait entraîné une autopsie, une enquête, un scandale, alors qu'une chute dans l'escalier, dans l'obscurité, n'est qu'un tragique accident. Ils sortirent de la chapelle dans l'air froid du soir. Le brouillard s'était encore épaissi. « Que comptez-vous faire ?» demanda le docteur Ridley. « Trouver la source du poison, » répondit Marcus, « et celui qui l'a administré. » Il retourna au manoir et se dirigea vers le petit salon où, lui avait-on dit, la famille s'était réunie. Il devait parler à Lady Whitmore. Mais lorsqu'il entra, il ne vit pas seulement la maîtresse de maison. Dans le salon étaient assis Edmund, Isabella et un autre homme que Marcus ne connaissait pas. Grand, mince, vêtu d'un costume noir, au regard perçant. « Lord Vane, » dit Lady Whitmore en se levant. « Permettez-moi de vous présenter Monsieur Charles Blackwood. C'est l'avocat de la famille Whitmore. » L'avocat inclina froidement la tête. « Lady Whitmore m'a demandé de venir, » dit-il, « pour discuter de votre rôle dans cette maison. » Marcus s'arrêta. « Mon rôle ?» Lady Whitmore s'assit, lui faisant signe de s'asseoir également. Mais Marcus resta debout. « Lord Vane, » commença-t-elle, d'une voix lasse, « je vous suis reconnaissante de votre aide, mais l'enquête est allée trop loin. Vous troublez les morts, vous interrogez les membres de la famille, vous effrayez les domestiques. Tout cela attire l'attention. Les rumeurs commencent, les ragots. »« Les rumeurs ont commencé au moment de la mort de votre fils, » rétorqua Marcus. « J'essaie de trouver la vérité. »« La vérité, c'est que mon fils est tombé dans l'escalier, » dit Lady Whitmore en se redressant. Le docteur Ridley l'a confirmé. C'était un accident. Tragique, mais un accident. Le docteur Ridley se trompait, dit Marcus. Votre fils a été empoisonné avant sa mort. Le silence s'installa. Isabella pâlit. Edmund ne bougea pas. Lady Whitmore serra les accoudoirs de son fauteuil si fort que ses doigts blanchirent. « Empoisonné ?» répéta l'avocat. « C'est une accusation grave, Lord Vane. Avez-vous des preuves ?» Des pupilles dilatées, des signes d'exposition à la belladone, de la poudre sur son gant, dit Marcus en sortant le gant et en le posant sur la table. Quelqu'un lui a donné du poison. Une petite dose. Suffisante pour qu'il perde l'équilibre et tombe. Lady Whitmore fixait le gant sans ciller. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Qui aurait pu, dans ma maison ?» « C'est précisément ce que j'essaie de découvrir, » dit Marcus. « Mais pour cela, j'ai besoin de votre soutien. Pas de demande de quitter la maison. » L'avocat se leva. « Lady Whitmore, » s'adressa-t-il à elle, « si Lord Vane a raison, cela signifie un scandale. Une enquête policière, un procès, tout ce que vous vouliez éviter. »« Je sais, » dit-elle en se couvrant le visage de ses mains. « Mon Dieu, je sais. »« Mère, » intervint Edmund, « peut-être que Lord Vane a raison. Peut-être qu'Arthur a vraiment été assassiné. Mais si nous faisons du bruit, cela détruira tout. Notre réputation, nos relations, notre avenir. »« Et la justice ?» demanda Marcus sèchement.
Votre frère est mort, assassiné, et vous voulez simplement enterrer cela avec lui ?» Edmund le regarda froidement. « La justice est un luxe que seuls ceux qui n'ont rien à perdre peuvent se permettre, » dit-il. « Nous avons quelque chose à perdre. » Marcus se tourna vers Lady Whitmore. « C'est vous qui m'avez invité, » lui rappela-t-il. « C'est vous qui m'avez demandé de trouver la vérité. Maintenant que la vérité commence à se révéler, vous voulez m'arrêter ?» Lady Whitmore leva lentement la tête. Son visage était pâle, mais résolu. « Donnez-moi un jour, » dit-elle. « Un jour pour réfléchir, pour décider ce qui est le plus important, la vérité ou la paix. » « Le meurtrier pourrait profiter de ce jour pour effacer ses traces, » avertit Marcus. « Ou pour commettre une nouvelle erreur, » rétorqua-t-elle. « Donnez-moi un jour, Lord Vane. Je vous en prie. » Marcus la regarda longuement. Puis, il acquiesça. « Un jour, » accepta-t-il. « Mais je continuerai à rassembler les faits. » Il sortit du salon, sentant les murs de cette maison se resserrer autour de lui. La famille commençait à faire pression. L'avocat menaçait. Le temps s'écoulait. Il retourna à la bibliothèque et s'immobilisa sur le seuil. Sur la table, où se trouvaient ses notes et ses découvertes, quelqu'un avait déposé une nouvelle lettre. L'enveloppe n'était pas cachetée. L'écriture était inconnue, irrégulière, comme si celui qui l'avait écrite était pressé ou avait peur. Marcus prit la lettre et lut. « Arrêtez-vous. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Certains secrets doivent rester enterrés. Quittez cette maison avant qu'il ne soit trop tard, ou vous subirez le même sort qu'Arthur. » Une menace. Quelqu'un craignait son enquête au point d'être prêt à le menacer. Marcus tourna la lettre dans ses mains. Le papier était ordinaire, l'encre ordinaire, aucun signe distinctif. Il posa la lettre sur la table et réfléchit. Qui avait pu laisser cela? Qui avait accès à la bibliothèque? Tous ceux de la maison. Il sonna la clochette. Le majordome apparut instantanément. « Qui est entré dans la bibliothèque après mon départ pour la chapelle ?» demanda Marcus. Le majordome fronça les sourcils. « Je ne sais pas, milord. La bibliothèque n'était pas fermée à clé. N'importe qui de la famille ou des domestiques aurait pu entrer. » Le majordome sortit. Marcus regarda à nouveau la lettre. « Vous ne savez pas ce que vous cherchez. » Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'il ne cherchait pas simplement un meurtrier, mais quelque chose de plus grand. Certains secrets doivent rester enterrés. Quels secrets? Marcus se souvint des paroles de Lady Whitmore. Trop de choses pourraient être révélées. Un secret de famille. Celui-là même qu'elle protégeait. Et si le meurtre d'Arthur n'était pas un but, mais un moyen? Et si sa mort devait cacher quelque chose d'encore plus important? Marcus s'assit à la table et commença à écrire. Arthur voulait rompre les fiançailles, renoncer à 30 000 livres, devenir libre. Libre pourquoi? Pour la femme qu'il aimait? Ou libre de quoi d'autre? D'une obligation? D'un mensonge? D'un secret? Il se souvint des paroles de Hawkes. « D'ici demain, tout aura changé. » Qu'est-ce qui devait changer? Et pourquoi était-ce si important que quelqu'un était prêt à tuer pour que cela n'arrive pas? Marcus se leva et s'approcha de la cheminée. Le feu couvait. Il y jeta du charbon et les flammes s'embrasèrent plus vivement. Dans cette maison, tous cachaient quelque chose. Mais l'un d'eux cachait un meurtre. Et cette personne était suffisamment désespérée pour menacer. Marcus regarda l'horloge. 8h30 du soir. Dans un jour et quelques heures, Arthur serait enterré. Et tous les secrets
serait enseveli avec lui. Il ne restait à Marcus qu'un jour. Un jour pour trouver le meurtrier. Il retourna à la table et jeta de nouveau un coup d'œil à ses notes. Et soudain, il comprit. Le meurtrier ne craignait pas que Marcus le trouve. Le meurtrier craignait que Marcus trouve le secret qu'Arthur s'apprêtait à révéler. C'était précisément pour cela qu'on l'avait tué. Pas par jalousie, pas pour l'argent, pas pour l'héritage, mais pour le faire taire à jamais. Le matin se leva gris et froid. Le brouillard ne s'était pas dissipé durant la nuit. Il s'était seulement épaissi, se transformant en bruine qui se déposait sur les vitres et les pierres du manoir en fines gouttelettes. Marcus Vane n'avait pas dormi de la nuit. Il était resté assis dans la bibliothèque, passant en revue les indices, les notes, les témoignages, tentant d'assembler la mosaïque. À 6 heures du matin, il sonna et demanda du thé fort. À 7 heures, il avait une théorie. À 8 heures, il était presque certain de connaître le meurtrier. Le majordome entra avec un plateau. « Bonjour, Milord. » Il posa le plateau sur la table. « Vous avez passé toute la nuit ici ?»« Oui. » Marcus s'étira, dérouillant ses épaules engourdies. « Dites-moi, connaissez-vous bien cette famille ?» Le majordome se redressa. « Je sers les Whitmore depuis 30 ans, Milord, » répondit-il avec dignité. « Alors dites-moi franchement, quelles étaient les relations entre les frères, entre Arthur et Edmund ?» Le majordome resta silencieux un instant, comme s'il pesait s'il valait la peine de dire la vérité. « Pas celle qui devrait exister entre frères, » admit-il finalement. « Monsieur Arthur a toujours été le favori. Il était l'aîné, l'héritier. Lady Whitmore l'adorait. Et Monsieur Edmund, il vivait dans l'ombre. On ne le remarquait pas, on ne l'appréciait pas. Il n'était qu'un fils de rechange, au cas où quelque chose arriverait à Arthur. Et quelque chose est arrivé, prononça doucement Marcus. Oui, milord. Edmund a-t-il jamais exprimé de la haine envers son frère? L'a-t-il menacé? Le majordome secoua la tête. Non, il se taisait simplement. Il se taisait toujours. Même quand M. Arthur se moquait de lui. Même quand il obtenait ce qui leur appartenait de droit à tous les deux. M. Edmund se taisait simplement et regardait. Marcus hocha la tête. Le silence. Toujours le silence. Merci. Encore une question. Le soir du bal, quand les bougies se sont éteintes, qui était responsable de l'éclairage? Les domestiques, milord. Ils surveillaient les bougies dans toutes les pièces. Mais ce soir-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Quoi exactement? Peu avant que les bougies ne s'éteignent, l'un des domestiques a remarqué que quelqu'un était entré dans l'office, où l'on gardait les bougies de réserve et les allumettes. La porte était entr'ouverte, alors que nous l'avions fermée. Et plusieurs bougies avaient disparu. Marcus se redressa. Qui aurait pu y entrer? N'importe qui de la famille ou des invités, milord. L'office se trouve près de la galerie. On peut y accéder facilement sans être vu. Montrez-moi cet office, ordonna Marcus. Le majordome le conduisit à travers les couloirs jusqu'à une petite pièce adjacente à la grande salle. Les murs étaient garnis d'étagères chargées de bougies, de lampes, d'huile pour les lampes. Dans un coin se trouvait une boîte d'allumettes. Marcus examina les lieux. Sur le sol, dans un coin, il remarqua quelque chose de familier. Une poudre blanche. Très peu, à peine une pincée visible. Il s'accroupit, humecta son doigt et toucha la poudre. Il la porta à son nez. De la belladonnais. La même que celle qui se trouvait sur le gant d'Arthur. « C'est ici qu'on a préparé le poison », murmura Marcus. Il se releva et examina les étagères. Sur l'une d'elles
se trouvait un petit pot en céramique recouvert d'un couvercle. Marcus l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une poudre blanche. Beaucoup. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il au majordome. Le vieil homme regarda dans le pot et fronça les sourcils. « C'est un produit pour empoisonner les rats, milord, » répondit-il. « Nous le gardons ici, loin de la cuisine, à base de belladonnais. Très toxique. » Marcus referma le couvercle. Voilà d'où venait le poison. Quiconque connaissait l'existence de ce pot pouvait prendre la poudre et la verser dans le vin. « Qui connaît l'existence de ce produit » demanda-t-il. « Tous les domestiques, milord, et la famille. Lady Whitmore elle-même a ordonné de le garder ici après que des rats se sont installés dans la cave il y a 3 ans. » Marcus retourna à la bibliothèque. Le tableau devenait plus clair. Le meurtrier avait pris le poison dans l'office. Il l'avait versé dans le vin d'Arthur, peut-être pendant le bal, quand les domestiques servaient le champagne. Puis, quand le poison avait commencé à agir, il avait éteint les bougies. Tout était soigneusement planifié. Mais qui ? Marcus s'assit à la table et commença à établir une chaîne logique. Edmund Whitmore. Mobile. L'héritage. Sortir de l'ombre de son frère. Opportunité. Il était dans le manoir, connaissait l'existence du poison, avait accès à l'office. Alibi. Il se tenait avec sa mère sur le palier supérieur. Mais s'il avait menti? Et s'il était descendu dans l'obscurité et avait poussé son frère? Marcus se rappela les paroles d'Edmund. Quand mon frère a crié, je me tenais près de ma mère et je n'ai pas bougé. Un alibi trop précis, trop commode. Il rappela le majordome. Trouvez-moi la femme de chambre qui a nettoyé la galerie supérieure le matin après le bal, ordonna-t-il. Quelques minutes plus tard, une jeune fille entra dans la bibliothèque. Celle-là même qui avait trouvé la lettre dans la chambre d'Arthur. « Milord » fit-elle en esquissant une révérence. « Lorsque vous avez nettoyé la galerie le matin après le bal, » demanda Marcus. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel sur le palier supérieur, là où se tenaient Lady Whitmore et Monsieur Edmund ?» La jeune fille réfléchit. « Il y avait... » hésita-t-elle. « Il y avait une trace de botte, milord, sur le tapis. Une trace humide, comme si quelqu'un avait marché avec des chaussures sales. » « Montrez-moi où, exactement. » La jeune fille le conduisit à l'étage, vers l'escalier. Elle lui montra un endroit sur le tapis, près de la balustrade. « Ici, milord. J'ai essuyé la trace, mais elle était assez grande. Manifestement une botte d'homme. » Marcus s'accroupit et examina le tapis. La trace avait disparu, mais la jeune fille avait raison. Quelqu'un s'était tenu là. Quelqu'un avec des chaussures sales. « Et Monsieur Edmund, lorsque vous l'avez vu le matin, demanda Marcus, quelles chaussures portait-il ? » « Des pantoufles d'intérieur, milord, propres. » « Et le soir, pendant le bal ? » « Je ne me souviens pas, milord. Pardonnez-moi. » Marcus congédia la jeune fille et resta debout près de la balustrade. Une trace de bottes sales sur le tapis. Edmund avait pu sortir dans le jardin avant le bal, avait pu marcher sur la terre humide, puis monter ici. Mais pourquoi ? Marcus regarda en bas, vers l'endroit où l'on avait trouvé le corps d'Arthur. D'ici, on voyait bien l'escalier. Si Edmund se tenait là, dans l'obscurité, il avait pu voir son frère montant les marches, avait pu l'appeler, avait pu le forcer à monter plus haut et le pousser. Marcus retourna dans la bibliothèque. Il prit une feuille de papier et commença à écrire. Edmund Whitmore. Préparation. A pris le poison dans l'office, l'a versé dans le vin d'Arthur. Exécution. A éteint les bougies. Comment ? A appelé son frère dans l'escalier, l'a poussé.
Alibi, sa mère confirme qu'il était près d'elle, mais dans l'obscurité, elle ne pouvait pas voir. Indice, traces de bottes sales sur le tapis du palier supérieur. Mobile, l'héritage, vengeance pour des années d'humiliation. Tout concordait, parfaitement. Marcus relut ce qu'il avait écrit, et soudain se figea. Quelque chose n'allait pas. Il se rappela l'examen du corps dans la chapelle, les égratignures sur la main d'Arthur, de faibles égratignures. Il avait tenté de s'agripper à la balustrade, mais n'avait pas pu. Mais si Edmund l'avait poussé d'en haut, depuis le palier supérieur, Arthur aurait dû tomber de là-haut. Or il était tombé au pied de l'escalier, en bas. Donc il montait et était tombé sans atteindre le palier supérieur. Ou bien, il descendait. Marcus ferma les yeux, imaginant la scène. L'obscurité. Arthur marche dans l'escalier. Le poison agit, la tête tourne. Il fait un pas, encore un, trébuche, tombe. Mais si Edmund était en haut, pourquoi Arthur montait-il? Il allait à l'orangerie, qui se trouvait dans la direction opposée. Pourquoi s'était-il dirigé vers l'escalier? Marcus ouvrit les yeux, et soudain se rappela les paroles de la femme de chambre. J'ai vu mademoiselle Grayson se diriger vers l'orangerie, très rapidement. Isabella était arrivée plus tôt, avait attendu, n'avait pas attendu assez, était repartie. Donc, Arthur n'était pas arrivé à l'orangerie. Il y allait, mais quelque chose l'avait arrêté. Ou quelqu'un. Marcus se leva et se mit à arpenter la bibliothèque. Il sentait que la solution était proche, mais un détail lui échappait. Il se rappela les paroles de Lady Whitmore. « Je me tenais sur le palier supérieur de l'escalier et j'ai entendu mon fils crier dans l'obscurité. » Elle avait entendu le cri, mais n'avait pas vu la chute, parce qu'il faisait noir. Mais pourquoi se tenait-elle précisément là, sur le palier supérieur, pendant le bal? Marcus sonna. Le majordome apparut 1 minute plus tard. « Je dois parler à Lady Whitmore, » dit Marcus. « Immédiatement. »« Elle est dans le jardin d'hiver, milord. » Marcus s'y dirigea. Le jardin d'hiver se trouvait au 2e étage, dans une annexe vitrée donnant sur le parc. Lady Whitmore était assise dans un fauteuil en osier, couverte d'un plaid. Devant elle, sur une petite table, se trouvait une tasse de thé refroidie. « Lord Vane ?» Elle leva la tête lorsqu'il entra. « Vous avez décidé de poursuivre l'enquête, malgré ma demande ?»« Votre fils a été assassiné, » dit Marcus. « Je ne peux m'arrêter avant d'avoir trouvé le meurtrier. » Elle hocha la tête avec lassitude. « Asseyez-vous, posez vos questions. » Marcus s'assit en face d'elle. « Lady Whitmore, » commença-t-il. « Pourquoi étiez-vous sur le palier supérieur de l'escalier lorsque les bougies se sont éteintes ?» Elle le regarda longuement. « Je suis sortie prendre l'air, » répondit-elle. « Il faisait étouffant au bal. Beaucoup de monde. Je suis montée pour être seule quelques minutes. » « Et Edmund ?» Il m'a suivi. Il voulait parler. « De quoi ?»« De son frère. » Et se tourna vers la fenêtre. « De la façon dont Arthur dilapidait la fortune, des dettes, de l'avenir de la famille. » « Vous étiez côte à côte lorsque les bougies se sont éteintes. »« Oui. » « Et que s'est-il passé ensuite ?» Lady Whitmore ferma les yeux. « Tout s'est éteint instantanément, » dit-elle doucement. « J'ai entendu des cris effrayés en bas, et puis j'ai entendu la voix d'Arthur. Il m'appelait. « Maman !» a-t-il crié. Et j'ai entendu sa chute. Marcus se figea. « Il vous appelait ?»« Oui,
Une larme coula sur sa joue. Le dernier mot qu'il a prononcé fut « Maman ». Marcus se leva. Son cœur se mit à battre plus vite. Arthur appelait sa mère. Donc, il savait qu'elle était en haut. Donc, il allait vers elle. Pas à l'orangerie, vers sa mère. Pourquoi? Lady Whitmore, la voix de Marcus se fit plus ferme. Que cachez-vous? Quel secret protégez-vous? Elle pâlit. Je ne comprends pas de quoi vous comprenez parfaitement. Marcus se pencha en avant. Depuis le début, vous parlez d'un secret qui ne doit pas être révélé. Arthur s'apprêtait à faire quelque chose le lendemain du bal. Quelque chose qui changeait tout. Qu'était-ce? Lady Whitmore garda le silence. Ses mains tremblaient. « Dites-le-moi », insista Marcus, « ou je rassemblerai tout le monde dans ce jardin d'hiver et je révélerai la vérité moi-même. » Elle le regarda. Et dans ses yeux, Marcus vit la peur. Pas pour elle-même, pour quelque chose de plus grand. « Rassemblez-les », murmura-t-elle. « Tous. La famille. Que tous entendent. Je ne peux plus porter ce fardeau seul. » Marcus acquiesça et sortit. Une demi-heure plus tard, tous étaient réunis dans le jardin d'hiver. Lady Whitmore était assise dans son fauteuil. Edmund se tenait à côté d'elle, pâle et tendu. Isabella Grayson était assise sur le canapé, les mains serrées sur ses genoux. Le docteur Ridley se tenait près de la fenêtre. Même Reginald Hawkes était venu, ayant entendu dire que Lord Vane allait démasquer le meurtrier. Marcus se tenait devant eux, ses notes à la main. « Arthur Whitmore a été empoisonné », commença-t-il, avec une faible dose de belladone qui a provoqué des vertiges. Puis, lorsque le poison a fait effet, quelqu'un a éteint les bougies et l'a poussé vers l'escalier. Il est tombé et s'est brisé la nuque. Tous gardaient le silence. « J'ai cherché le meurtrier parmi ceux qui avaient un mobile, » poursuivit Marcus, « et j'ai trouvé plusieurs suspects. La fiancée qu'on abandonnait, le frère qui héritait, le joueur de cartes à qui on devait de l'argent. Tous avaient des raisons de souhaiter la mort d'Arthur. » Il marqua une pause. Mais je me trompais. Ce meurtre n'était pas une question d'argent, ni de jalousie, ni d'héritage. Ce meurtre était une question de secret. Lady Whitmore se couvrit le visage de ses mains. Arthur s'apprêtait à révéler un secret de famille, dit Marcus, le secret de sa naissance. Et quelqu'un l'a tué pour le faire taire à jamais. Edmund se tourna brusquement vers sa mère. « Mère ?» L'horreur résonnait dans sa voix. « Que dit-il » Mais Marcus les regarda tous et comprit. Il avait regardé au mauvais endroit. Un petit détail ne concordait pas, et ce détail changeait tout. Le jardin d'hiver plongea dans le silence. Tous regardaient Marcus Vane, attendant qu'il prononce le nom du meurtrier. Il se tenait près de la fenêtre, ses notes à la main, et se tournait lentement vers l'assemblée. « Je me trompais, » répéta-t-il doucement, « parce que je cherchais le meurtrier parmi ceux à qui la mort d'Arthur profitait. Mais ce meurtre ne profitait à personne. La fiancée perdait sa position, le frère héritait des dettes avec le titre, le joueur de cartes perdait sa chance de récupérer son argent. » Il marqua une pause, regardant chacun des présents. Le meurtrier ne voulait pas de profit. Le meurtrier voulait le silence. Arthur Whitmore s'apprêtait à révéler un secret. Un secret qui aurait détruit tout ce que cette famille avait construit pendant des générations. Et quelqu'un a décidé que la mort valait mieux que le déshonneur. Lady Whitmore restait immobile, telle une statue. Seules ses mains tremblaient. « Au début, j'ai pensé à Edmund, »
poursuivit Marcus. Le frère cadet, vivant dans l'ombre. Le mobile était évident. L'opportunité était là. La trace d'une botte sale sur le palier supérieur le désignait. Tout s'emboîtait parfaitement. Edmund pâlit. « Je n'ai pas... » « Taisez-vous » l'arrêta Marcus. « Oui, vous étiez sur le palier supérieur. Oui, votre botte a laissé une trace. Mais vous n'avez pas tué votre frère. Parce qu'un détail ne concordait pas. » Il s'approcha de l'assemblée. Arthur appelait sa mère avant de mourir. « Maman !» a-t-il crié dans l'obscurité. Cela signifie qu'il savait où elle se trouvait. Il allait vers elle. Pas dans la serre où l'attendait une mystérieuse bien-aimée. Vers sa mère. Marcus se tourna vers Lady Whitmore. « Vous avez dit que vous étiez sorti prendre l'air sur le palier supérieur. Qu'Edmund vous avait suivi. Mais c'est un mensonge, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas simplement sorti. Vous attendiez Arthur là-haut. Vous saviez qu'il viendrait. » Lady Whitmore gardait le silence. Son visage était blanc comme du marbre. « Comment pouviez-vous le savoir ?» poursuivit Marcus. La lettre concernant le rendez-vous dans la serre était secrète. Arthur la cachait. Mais quelqu'un en connaissait l'existence. Quelqu'un qui avait pu en apprendre le contenu. Il sortit la lettre et la montra à tous. Cette lettre a été écrite par une femme. Une écriture élégante, sans signature. Je t'attendrai dans l'orangerie à 10h30. Le domestique l'a trouvée à l'entrée de service. Quelqu'un l'a laissée anonymement. Marcus s'approcha de Lady Whitmore et posa la lettre devant elle. « Comparez l'écriture, dit-il, avec les lettres que vous écriviez à Arthur, avec le mot destiné à l'avocat, avec les invitations au bal. » Isabella poussa un cri. « C'est impossible. Mère n'a pas pu. » « Si, elle a pu. » Marcus ne quittait pas Lady Whitmore des yeux. Elle a écrit cette lettre elle-même. Elle a attiré son fils à un rendez-vous, mais pas dans l'orangerie, dans l'escalier. Lady Whitmore leva lentement la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Comment avez-vous compris ?» murmura-t-elle. « L'orangerie, » répondit Marcus. Quand Isabella y est arrivée à 11h moins le quart, il n'y avait personne. Ni Arthur, ni la mystérieuse femme. Parce que le rendez-vous dans l'orangerie était un mensonge. Arthur a reçu la lettre et a cru qu'on l'attendait là-bas. Mais en chemin, il vous a rencontré. Il fit un pas de plus. Vous l'avez arrêté. Vous lui avez dit que vous deviez lui parler d'urgence. En haut, sur le palier, en tête-à-tête. Il vous a suivi. Un fils obéit toujours à sa mère. « Non, » murmura-t-elle, « ce n'est pas ainsi. Avant cela, vous lui avez donné du poison, » poursuivit Marcus impitoyablement. « De la belladone, provenant du pot dans le fils. Vous saviez où il était conservé. Vous aviez vous-même ordonné de le garder là. Une petite dose, dissoute dans du vin, suffisante pour provoquer des vertiges une demi-heure plus tard. Le docteur Ridley eut un hoquet de stupeur. Mais comment a-t-elle pu lui donner du poison? Quand? Vous vous souvenez, Lady Whitmore? Marcus se tourna vers elle. J'ai interrogé le majordome au sujet du service du champagne. Les domestiques faisaient circuler les coupes. Mais il y a une tradition. La mère porte le premier toast aux fiancés. Vous avez vous-même apporté une coupe à Arthur avant le bal, dans le petit salon, en tête-à-tête. Personne n'a vu, personne ne pouvait savoir que dans cette coupe se trouvait du poison. Lady Whitmore se couvrit le visage de ses mains. Ensuite, vous avez attendu, poursuivit Marcus. Attendu que le poison commence à agir. Vers 10h30, vous êtes sorti sur le palier supérieur. Vous avez appelé Edmund avec vous pour vous créer un alibi.
Vous lui avez dit que vous vouliez parler de son frère. Edmund regardait sa mère avec horreur. « Maman, est-ce vrai ?» Elle ne répondit pas. Arthur montait l'escalier. Marcus peignait le tableau avec des mots. Le poison agissait déjà. La tête tournait. Les jambes ne répondaient plus. Mais il marchait vers sa mère. Parce que vous étiez tout pour lui. Il avait confiance en vous. Marcus s'approcha de la balustrade du jardin d'hiver, d'où l'on voyait l'escalier dans le grand hall. Et c'est alors que toutes les bougies se sont éteintes. Vous l'aviez fait à l'avance. Avez-vous soudoyé un domestique? Êtes-vous passé vous-même dans les pièces en soufflant les flammes? Ou avez-vous utilisé autre chose? La vanne principale du gaz, murmura Lady Whitmore. Je savais où elle se trouvait. J'ai coupé le gaz des lampes à gaz quelques minutes avant 10h30. Tous se figèrent d'horreur. Dans l'obscurité, poursuivit Marcus, Arthur a continué à monter. Il vous appelait. Maman! Il vous cherchait dans le noir. Mais le poison l'avait affaibli. Il a trébuché. Il a tenté de s'agripper à la balustrade, mais n'a pas pu. Et il est tombé. Je ne l'ai pas poussé. La voix de Lady Whitmore tremblait. Je le jure, je ne l'ai pas poussé. J'ai simplement... Je me tenais là, et j'écoutais. J'écoutais sa chute. Des larmes roulaient sur son visage. J'étais à 2 pas de lui. J'aurais pu tendre la main, le sauver. Mais je me tenais là, et j'écoutais mon fils mourir. Le silence était assourdissant. Isabella sanglota. Edmund recula devant sa mère, comme si elle était pestiférée. « Pourquoi » murmura-t-il. « Pourquoi, maman ?» Lady Whitmore leva la tête. Son visage était déformé par la douleur. « Parce que je n'avais pas le choix, » dit-elle. « Parce qu'il allait tout détruire. Tout ce pourquoi j'ai vécu. Tout ce que j'ai protégé pendant 26 ans. » Le secret de sa naissance, prononça Marcus. Oui, elle hocha la tête. Arthur n'était pas le fils de Lord Whitmore. Tous eurent un hoquet de stupeur. C'est impossible, Edmund secoua la tête. Père l'a reconnu. Il était l'héritier. Il était le fruit de mon erreur. Lady Whitmore se leva, se redressant. Avant mon mariage, j'aimais un autre homme. Un homme simple, pas un aristocrate. Mon père a interdit cette union. Il m'a marié à Lord Whitmore par calcul. Mais j'étais déjà enceinte. Elle regarda par la fenêtre, vers le brouillard gris. Lord Whitmore a appris la vérité lors de la première nuit de noces. Mais c'était un homme noble. Il a accepté l'enfant comme le sien. Il lui a donné son nom, son titre, son héritage. Personne n'a jamais connu la vérité. Personne, sauf nous deux. Et Arthur, ajouta Marcus. Oui, elle hocha la tête. Il y a un mois, Arthur a trouvé de vieilles lettres. Des lettres que je cachais depuis des années. Des lettres de son véritable père. Il est venu me voir. Il a demandé la vérité, et je la lui ai racontée. Je pensais qu'il comprendrait, qu'il pardonnerait, qu'il garderait le secret. Sa voix se brisa. Mais il est tombé amoureux. D'une jeune fille sans titre, sans dot. Une simple jeune fille. Et il a décidé que puisqu'il n'était pas un vrai Whitmore, il avait le droit de renoncer à tout. Au titre, aux fiançailles, aux obligations. Il voulait annoncer la vérité, rendre l'héritage à Edmund et épouser celle qu'il aimait. Il voulait être honnête, dit doucement Marcus. Il voulait tout détruire, cria Lady Whitmore. Le scandale, la honte, la fin de la famille Whitmore. Edmund aurait reçu l'héritage, mais avec la tâche d'une appropriation illégitime. J'aurais été déshonoré comme adultère. Tout ce que Lord Whitmore avait construit,
Tout ce qu'il avait protégé en acceptant l'enfant d'un autre comme le sien, tout aurait été anéanti par un seul aveu. Elle se laissa retomber dans le fauteuil. J'ai essayé de le convaincre. Je l'ai supplié. Mais il était inflexible. Il a dit qu'il annoncerait la vérité le lendemain du bal, qu'il voulait vivre honnêtement, sans mensonge. Et vous avez décidé de le tuer, Marcus acheva pour elle. J'ai décidé de protéger la famille, murmura-t-elle. Sacrifier l'un pour sauver tous les autres. Arthur est mort. Mais le secret est resté enterré. Edmund a reçu l'héritage intact, sans scandale, sans déshonneur. Edmund regardait sa mère, et sur son visage se lisait un mélange d'horreur et de dégoût. « Tu as tué mon frère », prononça-t-il lentement. « Pour que j'obtienne le titre. Mais je n'ai pas demandé. Je ne l'ai jamais demandé. Tu ne comprends pas. » Elle tendit les mains vers lui. « J'ai fait cela pour toi, pour la famille, pour vous-même, » trancha Marcus. « Vous avez fait cela pour vous-même, pour que votre mensonge ne soit pas révélé, pour que votre péché reste secret. » Lady Whitmore laissa retomber ses mains. « Oui, » avoua-t-elle doucement, « pour moi-même. J'ai vécu 26 ans dans la peur que la vérité éclate au grand jour. Lord Whitmore est mort il y a 5 ans, emportant le secret dans sa tombe. Je pensais être enfin en sécurité, mais Arthur a trouvé les lettres, et tout s'est effondré. » Elle regarda Marcus. « Vous êtes très intelligent, Lord Vane, » dit-elle. Tous les indices avaient été si soigneusement préparés. Le mouchoir d'Isabella, pour diriger les soupçons vers elle. Le masque d'argent, pour créer l'image d'une maîtresse mystérieuse. La fausse lettre concernant le rendez-vous dans l'orangerie. Je pensais que tout le monde conclurait à un accident, ou accuserait quelqu'un d'autre. Mais vous avez oublié un détail, dit Marcus. Lequel ? L'amour maternel, répondit-il doucement. Vous n'avez pas pleuré quand vous avez trouvé le corps. Vous n'avez pas crié. Vous êtes resté immobile, comme si vous vous y attendiez. C'était étrange. Trop retenu pour une mère qui a perdu son fils. Je l'ai remarqué immédiatement. Mais je n'ai compris que maintenant. Lady Whitmore se couvrit le visage de ses mains. « Je l'aimais », murmura-t-elle à travers ses larmes. « Malgré tout, je l'aimais. C'était mon fils. Mais j'aimais le secret davantage. J'aimais ma réputation davantage. J'aimais le mensonge plus que la vérité. » Marcus fit un signe au majordome. « Envoyez chercher la police », ordonna-t-il. Lady Whitmore sera arrêtée pour le meurtre de son fils. Le majordome s'inclina et sortit. Edmund s'approcha de sa mère. Il la regarda longuement. « Tu m'as offert un titre, dit-il, et tu m'as maudit à jamais. Je ne pourrai jamais porter le nom de Whitmore sans me souvenir du prix auquel il a été obtenu. » Il fit demi-tour et sortit du jardin d'hiver. Isabella sanglotait, essuyant ses larmes. Le docteur Ridley se tenait près de la fenêtre, bouleversé. Hawkes gardait le silence, ne sachant que dire. Marcus s'approcha de Lady Whitmore. « Un détail, » dit-il doucement. « La jeune fille au masque d'argent. Qui est-elle » Lady Whitmore leva les yeux vers lui. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Je l'ai créée dans la lettre. J'ai inventé le rendez-vous dans l'orangerie. Mais le masque... Quelqu'un portait vraiment un masque. Peut-être qu'Arthur l'avait invitée. Peut-être était-elle sa maîtresse. Je ne sais pas. Et maintenant, je ne le saurai jamais. » Marcus hocha la tête. Certains secrets restent non résolus. 1 heure plus tard, la police emmena Lady Whitmore. Le manoir se vida. Les invités partirent. Les domestiques chuchotaient dans les coins.
Marcus se tenait dans le grand hall, au pied de l'escalier où l'on avait trouvé le corps d'Arthur Whitmore. Le brouillard derrière les fenêtres commençait à se dissiper. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les nuages. Il se souvint d'une autre nuit d'hiver, d'un autre bal, des bougies qui s'étaient éteintes, et de sa sœur Évelyne qui avait disparu dans l'obscurité. Près des portes de l'orangerie, on n'avait alors trouvé qu'un gant blanc. Marcus regarda sa main, où reposait le gant d'Arthur avec la poudre blanche. Une coïncidence ou quelque chose de plus? Il secoua la tête. Le passé doit rester dans le passé. Mais parfois il revient, comme un fantôme dans le brouillard, rappelant les affaires inachevées. Marcus Vane sortit du manoir Whitmore et monta dans sa voiture. Le cocher fit avancer les chevaux. Le manoir se dissout dans le brouillard matinal, comme un mauvais rêve. Mais Marcus savait que ce rêve entrait la famille Whitmore pendant de longues années. Certains secrets valent la peine d'être gardés, mais pas au prix d'une vie humaine. Jamais.